Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre. L'intitulé de ce chapitre est Typologie d'une monographie. D'accord? On va voir ce que c'est une monographie et les différentes parties qui constituent ce document. D'accord? Cet ouvrage. Pour ne pas dire document, on dit que c'est un ouvrage. Donc, on va voir ce que c'est une monographie. D'accord? Donc, je vais vous parler d'abord du plan de cette présentation. On va commencer par une introduction, une définition de la monographie, la structure d'une monographie. Bien sûr, on va voir la partie extérieure et la partie intérieure de la monographie, euh, classement des ouvrages, et enfin, on fera une petite conclusion. Donc, on va commencer par la définition d'une monographie. Une monographie est à l'origine un livre ou un traité. D'accord? Non périodique, ça veut dire non périodique, ça veut dire que il sort pas chaque un mois ou chaque 2 mois ou chaque, euh, chaque année, etc. D'accord? C'est un livre qui sort dans un temps précis. D'accord? C'est-à-dire complet en un seul volume. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, si c'est vrai. D'accord? Destiné à être complété euh, en un nombre limité de volumes. D'accord? Donc ici, lorsqu'on dit un livre, d'accord, c'est un seul volume. Lorsqu'on dit un traité, normalement, c'est plusieurs volumes. D'accord? Donc volume un, volume 2, volume... Donc lorsque l'étude est importante, d'accord? Donc on ne peut pas l'expliquer dans un seul livre. Il nous faut plusieurs tomes, on va dire. D'accord? On va la partager en plusieurs livres, on va les appeler des tomes. D'accord? Volume un, volume 2, volume 3, etc. D'accord? Donc, on continue. On peut définir comme une étude approfondie limitée à un fait scientifique ou social particulier qui est fondé sur une observation directe. Ça, c'est le traité. D'accord? Le traité, il traite une étude approfondie limitée à un fait scientifique ou social. D'accord? Très bien. Donc, même le livre, donc le traité est un cas particulier de livre. Donc, de nos jours, le terme monographie est surtout utilisé lorsqu'on parle d'une étude exhaustive et large portant sur un sujet précis est limité ou sur un personnage, d'accord? Donc, par exemple, on peut trouver, par exemple, une monographie qui parle d'un sujet précis ou d'une étude précise, d'accord? Et comme on peut trouver une monographie qui parle des personnages. Parce que, par exemple, je trouve un livre sur, Albert Einstein, d'accord? Ou un livre sur Nikola Tesla, ou un livre sur un autre grand sommité de la science, d'accord? Et ces livres, en réalité, sont aussi, on peut les appeler des monographies, d'accord? Et il faut noter aussi qu'on peut trouver des auteurs qui font leur monographe, leur propre livre sur leur vie, et on les appelle, on l'appelle autobiographie. D'accord? Autobiographie, ça veut dire c'est l'auteur qui va écrire le livre sur sa vie. D'accord? Donc si c'est un autre auteur, c'est pas une autobiographie. D'accord? Donc on continue. La structure d'une monographie, ça c'est la chose la plus importante dans ce chapitre. Donc, elle se compose d'une partie extérieure et d'une partie intérieure. Donc, on va commencer par la partie extérieure. Lorsque vous achetez un livre, vous allez vous allez le trouver comme ça. Donc, ça,
Ce que vous voyez ici, c'est la première page de couverture. C'est une page cartonnée, elle est en carton, d'accord? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette page? Elle donne des renseignements sur le nom de l'auteur. Par exemple, ce livre, c'est Jacques Goupy qui a écrit ce livre, d'accord? Elle donne aussi le titre. Ici, le titre, c'est Pratiquer les plans d'expérience. D'accord? Donc le titre de l'ouvrage et éventuellement les sous-titres s'ils existent. Parfois on trouve le titre et juste au-dessous du titre un sous-titre. Il est écrit avec une police un peu inférieure au titre. D'accord? Donc il y a aussi la collection. Donc le livre il appartient à une collection. D'accord? Ou bien la maison d'édition, ce qu'on appelle l'éditeur, celui qui imprime le livre. Ce qu'on appelle la maison d'édition ou l'éditeur. Ici, c'est la maison d'édition du Node. D'accord? L'éditeur du Node. Est-ce que vous avez des questions sur cette page? Est-ce qu'il y a des questions? En fait, le titre que vous trouvez ici, d'accord, c'est un titre commercial. C'est pas le titre exact, c'est un titre commercial. Donc le titre, on va écrire ça sur le chat. Le titre trouvé dans la première page de couverture, dans la première page de couverture, d'accord, est un titre, comment il est? C'est un titre commercial, d'accord? C'est un titre commercial. Il peut être un titre exact, comme il peut être un titre juste pour attirer le lecteur pour qu'il l'achète, d'accord? Donc, on trouve aussi le dos du livre. Ça, on l'appelle le dos du livre, d'accord? Ça, c'est le dos du livre. Ou la tranche, on peut l'appeler aussi la tranche, d'accord? Mais le mot exact, c'est le dos. Donc le dos du livre. Donc le dos du livre, il donne renseignement sur le nom de l'auteur. Donc on trouve le nom de l'auteur. Sur le titre aussi. Donc on va retrouver le titre commercial qui était dans la première couverture sur le dos du livre, d'accord? On trouve aussi une étiquette collée à ce livre. En réalité, cette étiquette, elle n'existe pas dans le livre, mais généralement, on la trouve ici collée. C'est un bout de papier scotché sur le livre. On le trouve à la bibliothèque. Lorsque vous allez chercher le livre à la bibliothèque, vous trouvez ce qu'on appelle une étiquette qui est appelée la cote. La cote, c'est une étiquette qui contient un numéro, d'accord? De classement du livre dans la bibliothèque. Si le livre fait partie d'une bibliothèque. D'accord? Donc, il y a aussi la dernière page cartonnée. D'accord? C'est la dernière page cartonnée. D'accord? C'est la quatrième de couverture. On l'appelle la quatrième de couverture. D'accord? La quatrième de couverture, c'est la dernière page cartonnée du livre. Elle comprend généralement un résumé du livre. D'accord? Le titre et la collection euh, et l'éditeur, d'accord? Donc ça c'est le titre, ça c'est la collection, l'usine nouvelle c'est la collection, du Node c'est l'éditeur et elle comprend aussi une indication sur l'identité ou la spécialité de l'auteur. Là, regardez, on parle de Jacques Goupé. L'auteur a consacré l'essentiel de sa carrière à la recherche scientifique et a dirigé de nombreuses études en milieu industriel. Vous voyez, donc là, on est en train de décrire où on fait le CV de l'auteur, comme quoi ce qu'il a fait cet auteur. Donc c'est des indications sur l'identité de l'auteur ou sa spécialité aussi. D'accord? On trouve aussi un numéro composé de 13 chiffres, si je ne me trompe pas. Je vous ai déjà montré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
je me souviens plus. Donc, c'est 13 chiffres normalement. C'est l'ISBN. D'accord? Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Ici, ils n'ont pas compté les tirets. Attention, il y a des maisons d'édition qui comptent les tirets comme caractère dans l'ISBN. D'accord? Donc, l'ISBN, c'est un numéro d'identifiant. Il est fourni par la maison d'édition. D'accord? Et c'est un numéro unique pour le livre. D'accord? Donc, comme ça, il va protéger le livre de copillage, d'accord? Ou de plagiat. D'accord? Donc, je continue. Ça, c'est le code barre pour vendre. D'accord? Ça, c'est truc commercial, le code barre. C'est pas l'ISBN. L'ISBN, c'est ce qui est écrit ici. ISBN, ensuite les 13 chiffres. D'accord? C'est le numéro d'identifiant du livre. Il y a aussi la partie intérieure. Dans la partie intérieure, lorsque vous ouvrez le livre, vous allez trouver une première page, donc la deuxième ou la troisième de couverture. Donc, lorsque vous ouvrez le livre, on reste toujours sur la page cartonnée. D'accord? On est toujours sur la page cartonnée. Donc, la deuxième de couverture est le dos de la première de couverture. Donc, la partie intérieure de la première de couverture. Et la troisième de couverture est le dos de la quatrième de couverture. La partie intérieure de la quatrième de couverture. Ça, vous l'avez compris. La deuxième et la troisième de couverture sont des pages vierges. Donc, on vous dit que lorsque vous tournez la page de cette page, par exemple, d'accord? Cette page carton, si je tourne la page de cette page, je trouve une page cartonnée blanche. On l'appelle la deuxième de couverture. Et aussi, si je tourne la page de cette page, d'accord, la quatrième de couverture, la dernière page, je trouve aussi une page blanche cartonnée, c'est la troisième de couverture. D'accord? Donc ici, on continue. La page titre, donc, vous voyez, donc ici, normalement c'est censé être blanc. D'accord? Ici, la page titre, c'est la première page qui n'est pas cartonnée. C'est une page, on va trouver tout simplement le titre exact de la monographie ou du livre. Cette fois-ci, dans cette page, on trouve le titre exact. D'accord? Donc, elle complète les indications de la première de couverture. Et ils sont indiqués le titre exact, donc le titre exact, le nom de tous les auteurs. Donc, ici, il y a un seul auteur, c'est celui-là. D'accord? Est responsable de la publication. Il y a aussi l'éditeur, l'édition c'est du note, et la collection, collection, ici l'usine nouvelle. D'accord? Donc, euh, le verso de la page titre, donc ça c'est la page titre. Donc si je la tourne, le verso, qu'est-ce qu'on trouve dans le verso? On trouve le copyright, c'est précédé par le symbole C entouré. D'accord? Le C entouré veut dire copyright, d'accord? Donc, on trouve le copyright, donc ça veut dire que ça indique que le livre est protégé par un contrat, d'accord? Si quelqu'un essaie de le copier, donc il peut avoir des poursuites judiciaires, d'accord? Il y a aussi, donc le copyright symbolisé par C indique que l'éditeur a passé avec l'auteur de l'ouvrage un contrat d'une durée déterminée. Le symbole C est généralement suivi de l'année de parution du livre. Donc ici, l'année 2005. D'accord? Donc ici, il y a aussi l'ISBN. On va le retrouver de nouveau dans le dos de la page titre. Il y a aussi, donc le numéro ISBN veut dire International Serial Book Number. D'accord? Ici, ils ont oublié serial. Vous pouvez rajouter serial. C'est pas standard, c'est serial. D'accord? International Serial Book Number. Ou bien International Standard Book Number. Moi, je pense que c'est serial. D'accord? Je pense que c'est serial au lieu de standard.
Donc, est unique pour chaque ouvrage. Il est attribué par l'éditeur et composé de 13 chiffres. Ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, il y a ensuite une autre page, juste après. C'est le sommaire ou la table des matières. D'accord? La différence entre sommaire et table des matières est que le sommaire qui se place toujours au début, il récapitule seulement les intitulés, les parties, les chapitres et éventuellement les subdivisions principales, à la différence de la table de matière qui reprend, en plus de toutes ces subdivisions, les subdivisions secondaires. On vous dit que le sommaire, il prend les titres, les grands titres des chapitres et les grands sous-titres, mais il ne prend pas les subdivisions. D'accord? On ne va pas trouver un, 2, 3 comme ça ici à l'intérieur. D'accord? Mais on trouve les grands titres seulement et les sous-titres. Sinon, ça s'appelle table de matière. Lorsqu'on met ici sommaire, on doit le mettre au début du chapitre, on va dire au début du livre, avant de commencer l'introduction. Donc on doit mettre sommaire. Si c'est détaillé, on peut mettre une table de matière. Une table de matière, elle peut se placer au début ou bien à la fin du livre. D'accord? Donc, en d'autres termes, la table des matières qui peut être placée soit au début ou à la fin, à l'ouvrage, euh, a l'avantage d'être plus détaillée, reprend les subdivisions principales, moyennes et secondaires. Donc, il y a ensuite une autre page, c'est la page avant-propos, d'accord? Ou la préface, on l'appelle aussi la préface. Donc ici, dans cette page, on va trouver une critique du livre, d'accord? Donc c'est un ou plusieurs auteurs qui vont critiquer le livre, d'accord? Généralement, elle est écrite par d'autres auteurs, cette page. C'est rare qu'on trouve une page avant-propos écrite par l'auteur lui-même. L'auteur lui-même, il peut écrire et faire sa préface, d'accord? Et pour donner plus d'informations sur son livre. C'est un texte placé au début du livre pour présenter au lecteur, pour le présenter au lecteur, bien sûr. Il n'est pas présent dans tous les livres et généralement rédigé par une personne autre que l'auteur. C'est ce que je viens de dire. Donc, une fois qu'on a terminé de lire la page préface, on va vers l'introduction. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'introduction? Elle comporte les éléments suivants. La présentation du sujet, donc la raison sociale, la localisation, les activités, la date de la création. Donc on trouve le contexte. En général, on trouve le contexte. Le sujet et le contexte. D'accord? Justification du choix du sujet. Donc, raison uni- euh, universitairement recevable. D'accord? Pourquoi on a fait ce sujet? D'accord? On trouve la problématique, donc le problème. Donc ici, c'est le contexte, pourquoi on a choisi ce sujet, la problématique. En réalité, le sujet, parfois, et la problématique, c'est la même chose. D'accord? C'est la question générale qui nous ont, c'est les questions générales qui nous ont guidés vers le sujet, d'accord, vers votre curiosité. Il y a une contribution, d'accord? Donc, expliquez brièvement votre propre contribution. Donc, si le sujet existe déjà, il est traité par plusieurs personnes, qu'est-ce que je rapporte de nouveau? D'accord? Donc, ici, je mets la contribution. Généralement, on met aussi la thèse, d'accord? Et le plan de travail aussi. Donc, on annonce une annonce explicite du plan, résumé substantiel du contenu des chapitres. Voilà. Donc ici, dans la partie contribution, on va donner notre thèse. Et dans la partie annonce explicite du plan, on va parler
de ce qu'on va faire comme travail dans le livre. D'accord? On va parler du plan. Donc, je vais commencer dans le premier chapitre par exemple, parler du contexte du sujet. Dans le deuxième chapitre, je vais présenter l'aspect théorique du sujet. Dans le troisième chapitre, je vais présenter l'aspect pratique du sujet. Donc, dans l'aspect pratique, je vais faire l'analyse et le traitement des données. Ensuite, je vais faire les observations et l'interprétation. Ensuite, dans le dernier chapitre, je vais donner une interprétation de plus que ce que j'ai fait. Comme je peux ne pas faire un dernier chapitre, je passe directement à la conclusion. Donc ici, remarque, la numérotation des pages du document commence par l'introduction. Donc on doit numéroter les pages. Donc 1, c'est l'introduction. Donc je ne peux pas donner un numéro au sommaire, à la page sommaire. Je ne peux pas donner un numéro à la page avant-propos. Est-ce que vous avez compris? Je ne peux pas donner un numéro à la page titre. Donc, la numérotation du livre commence à partir de l'introduction. Donc, les chapitres. Donc, chaque chapitre doit commencer par une nouvelle page. Il suivra un plan adapté au thème. À chaque début de chapitre, une introduction partielle, donc une petite introduction du chapitre qui annonce le contenu de celui-ci. À chaque fin de la partie, une conclusion partielle qui résume ce dernier. Donc je vais au début de chaque chapitre faire une petite introduction et vers la fin, je fais une petite conclusion. D'accord? On va les appeler les introductions partielles et les conclusions partielles. Enfin, lorsque je termine les chapitres, tous les chapitres, j'aurai une page ou plusieurs pages, on va dire une page ou deux, pour la conclusion. D'une page environ, on vous dit d'une page environ, la conclusion reprend le sujet en résumant le développement, annonce un résultat par rapport à une problématique et ouvre des perspectives plus larges aux conséquences non abordées. Ici, on vous dit que dans la partie conclusion, d'accord, on va réexpliquer la méthode, rapidement annoncer la méthode qu'on a employée. On va présenter le résultat qu'on a obtenu, le comparer avec la thèse, énoncée avec la problématique. D'accord? On fait un rappel de la problématique et la thèse qu'on a énoncée au début. D'accord? On compare, bien sûr, et on affirme qu'on a trouvé le bon résultat ou pas. D'accord? Et ensuite, on donne des perspectives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Qu'est-ce que ça ouvre de voies de recherche? D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la partie conclusion. Elle met également en valeur le bilan global de la thématique traitée. D'accord? Enfin, vous aurez une page après la conclusion, ce qu'on appelle les références bibliographiques ou bibliographie. Donc, toute la page est appelée, toutes les pages est appelée bibliographie. Ça, c'est une référence bibliographique. Je vais lire ici, Goupé Jack 2001, virgule, introduction au plan d'expérience, virgule, Dunod, virgule, Paris, virgule, deuxième édition. Ça, on va dire, c'est une référence bibliographique. On peut trouver d'autres références bibliographiques. Par exemple, ça, c'est un article scientifique. Harrington G, 1965. The Desirability Function. Industrial Quality Control. D'accord? 21, d'accord, 21, virgule, numéro 10. Et ça, c'est le fascicule de l'article, d'accord? Donc l'article, c'est l'article numéro 10. Il se trouve entre la page 494 et la page 498 dans le périodique. D'accord? Ça, c'est une référence bibliographique d'un périodique. D'accord? Donc, vous voyez, donc, on peut utiliser plusieurs types de références bibliographiques. Chaque référence bibliographique est spécifique à un document.
et toutes les références bibliographiques mises sous une page ou plusieurs pages appelées bibliographie. D'accord? C'est la liste des ouvrages dont l'auteur s'est servi pour écrire son livre. D'accord? Et enfin, on peut trouver aussi l'index. D'accord? Il reprend un certain nombre de mots-clés classés par ordre alphabétique et renvoie à la page où sont développés les sujets. Par exemple, moi, je cherche une thématique bien définie, un mot bien défini. Par exemple, euh, je cherche par exemple le mot concomitance. D'accord? Concomitance, pardon. Je vais chercher ici la lettre C. Ah, elle est là, la lettre C. Je calcule coefficient, constant, euh, concomitance. Concomitance, il me dit que ce mot est cité dans la page 111. Donc, je vais vers la page 111. Je vais trouver quelque chose sur ce mot. Est-ce que vous avez compris? C'est un mot-clé. Ça va m'aider, l'index m'aide à rechercher des idées ou des mots à l'intérieur du livre. D'accord? Donc, ici, il y a aussi l'achevé de l'imprimer. Donc, à la fin du livre, en bas, on trouve l'achevé de l'imprimer. En réalité, il indique la date exacte à laquelle le livre a été imprimé. Par exemple, ici, on va voir quelle date. Donc, avril 2013. Vous voyez, donc ici, dépôt légal, avril 2013. Dépôt légal de la première édition, juin 1996. Donc, la première édition, le premier livre de la collection a été émis en 1996. D'accord? Et ce livre, qui est toujours de la même collection, d'accord, il est émis en avril 2013, d'accord? Bien sûr, il est imprimé en France, d'accord? Donc, on peut aussi trouver le lexique. Donc, on peut trouver d'autres pages avant avec l'index et le glossaire pardon, avec l'index et ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'index, on a vu l'index et les références bibliographiques. On les appelle les pages liminaires. On peut trouver d'autres pages liminaires, d'accord? On peut trouver le lexique ou le glossaire alphabétique. C'est une liste de mots symboliques ou de mots ou de mots et de symboles difficiles employés dans le livre et qui expliqués par l'auteur. Par exemple, moi, si je vous écris, je ne sais pas moi, ce que vous faites en physique, je vous écris par exemple W, on va dire en thermodynamique, si je vous écris W, d'accord, dans le livre, pour vous, W, si vous avez fait déjà de la thermodynamique, vous savez, W, que c'est le travail. D'accord? Si je vous écris U, ça veut dire l'énergie interne. Si je vous écris Q, majuscule, ça veut dire quantité de chaleur. Mais là, pour un auteur, un nouveau auteur, il vient lire le livre, il ne sait pas ce que ça veut dire ces symboles. Pour lui, c'est abstrait. D'accord? Donc, il va trouver vers la fin du livre une liste où il va trouver par exemple W, le travail. D'accord? U, une énergie interne. D'accord? Je sais pas moi. H, l'enthalpie. D'accord? H, puissance zéro ou degré. H, l'enthalpie standard. D'accord? Libre standard. D'accord? Si je trouve par exemple G, l'enthalpie libre. D'accord? H, c'est l'enthalpie. G, c'est l'enthalpie libre. Si je trouve par exemple S, c'est l'entropie. Donc, c'est par exemple un livre de thermodynamique. Je suis en train de parler. D'accord? Donc, ici, c'est des mots, c'est des symboles que vous avez utilisés dans les équations et on va les retrouver dans cette page qui explique ce que c'est et on l'appelle la page glossaire. D'accord? Aussi, les mots difficiles, on peut aussi trouver dans une autre page. D'accord? On va voir la suite, la table d'illustration. La table d'illustration, c'est la liste récapitulative
des photos, des cartes, des schémas, des illustrations que contient le livre. Par exemple, moi, je cherche un schéma ou une carte, d'accord, ou un dessin dans le livre, mais j'arrive pas à le trouver. Je tourne les pages. Donc, il suffit d'aller vers cette liste, d'accord? Et dans cette liste, il y a les titres de chaque figure ou de chaque image, d'accord? Je cherche et je trouve aussi le numéro de page. D'accord? On l'appelle la table des illustrations. Il y a aussi les annexes. Donc, les annexes contiennent les informations secondaires par rapport au corps de la monographie, documents d'organisation, documents trop longs pour être mis dans le corps du texte. Par exemple, imaginez que dans le livre, il y a une partie très importante, une démonstration mathématique lourde qui prend par exemple 3 ou 4 pages. Est-ce que ce serait judicieux de la laisser à l'intérieur du livre? Une démonstration de 4 pages, c'est un peu lourd pour le lecteur. Lire toute la démonstration, c'est vraiment difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne le résultat, donc on donne l'équation de départ, on donne le résultat et on met entre parenthèses, si vous voulez voir la démonstration, vous allez à l'annexe, donc c'est des pages qu'on rajoute à la fin du livre et vous trouvez cette démonstration. Pareil pour des programmes informatiques, les algorithmes. Donc, lorsqu'on fait un programme informatique et on obtient des résultats, donc on met les résultats et on met le code source, parfois la partie code source qui a donné ce résultat du programme informatique dans la partie annexe. D'accord? Il y a aussi les illustrations. Donc, ça, c'est la table des illustrations et ça, c'est les illustrations. Donc, elles figurent dans le corps du rapport et seront repoussées en annexe si elles ne sont pas absolument utiles ou si elles sont évoquées en plusieurs endroits de la monographie, à plusieurs pages de distance, afin d'éviter au lecteur d'avoir à revenir en arrière pour les retrouver. On vous dit qu'il y a certaines illustrations, donc certains schémas, qu'on peut les utiliser dans plusieurs chapitres. D'accord? Pour ne pas essayer de revenir en arrière à chaque fois, d'accord? On met un numéro de page, on les met en annexe et on met un numéro de page vers cette figure. D'accord? Donc comme ça nous évitera, ou bien on la rajoute directement en annexe. D'accord? On la rajoute directement en annexe, la figure. Donc on va vers l'annexe et on la trouve directement. Donc on continue. Il y a aussi le classement des ouvrages dans la bibliothèque. Donc là, on va voir comment on classe les livres dans la bibliothèque. Donc on a terminé notre composition de la monographie. La composition, on a vu, elle est composée d'une partie externe et d'une partie interne. On a terminé avec la partie interne aussi. On va voir le classement des ouvrages dans la bibliothèque. Donc, à chaque document correspond une cote, d'accord? Et l'adresse physique des documents dans les rayons du magasin. Donc, on vous dit que la cote et l'adresse physique des documents dans le rayon du magasin, de la bibliothèque, indiquée par un ensemble de symboles numériques ou alphanumériques, d'accord? Lorsqu'on dit alphanumérique, ça veut dire alphabétique plus numérique. Donc, c'est des lettres et des chiffres. Ceci est la classification de Dewey. D'accord? La classification de Dewey, on va voir ce que c'est. Donc, on vous donne exemple de la bibliothèque de l'USTHB. Donc, si vous allez à la bibliothèque de l'USTHB, la cote 500 correspond à tous les ouvrages de sciences de la nature et de la vie. D'accord? Sciences de la nature et des sciences exactes. Ici, c'est écrit comme ça. Si je vais vers la cote 510, correspond à tous les documents traitant les mathématiques. D'accord? Si je vais puis au sein de la 510, d'accord?
je vais avancer un peu de ce domaine. Tous les documents qui concernent l'algèbre portent alors la référence 512. Par exemple, 512, c'est l'algèbre. Peut-être que 511, c'était l'analyse. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait la classification. Tous les ouvrages qui traitent l'algèbre de base portent alors la référence 512.9. Parce que même l'algèbre, on peut la diviser aussi. D'accord? L'ouvrage ayant pour titre Recueil d'exercices, algèbre supérieure, donc ça c'est le titre, Recueil d'exercices d'algèbre supérieure, est écrit par Faden et I. Somensky, a pour cote 512.9, FAD. Donc, les lettres correspondent au début du nom du premier auteur. Donc, d'accord. Ici, vous voyez FAD. Ici, on vous dit que FAD correspond au nom de l'auteur. L'auteur commence par, est appelé Faden. Donc, le livre, pour le livre, on va mettre FAD. Donc, une abréviation du nom de l'auteur. D'accord. Pour qu'on puisse trouver cet auteur, ce livre, pardon. En conclusion, que vous soyez étudiant, technicien, ingénieur, enseignant ou chercheur, vous allez être, au cours de votre carrière, amené à lire ou rédiger de nombreux écrits, comme par exemple la monographie du mémoire du fin d'études. En fait, ici, on part du projet de fin d'études, le mémoire. Donc, le mémoire présente le premier pas de l'étudiant dans le monde professionnel et permet de concrétiser ses connaissances acquises en format papier. Donc, je vous remercie pour votre présentation, pour votre attention, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter d'abord l'enregistrement. D'accord?